Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux, l'ensemble de l'équipe de la Fondation ARCEP, Pierre-Olivier Courreau et moi-même, de vous accueillir pour cette matinée qui est consacrée à notre congrès national, vous savez, qui a lieu une fois par an. Alors, ce congrès aura lieu en virtuel et vous en connaissez les raisons. Ne pas prendre de risques, ne pas vous faire prendre de risques et ne pas faire prendre de risques non plus aux différents intervenants qui ont eu la gentillesse de consacrer cette matinée à ce congrès. Alors, ce congrès, il a plusieurs buts, principalement de faire de l'information, si possible, une bonne information objective et actualisée, et en particulier dans cette période où beaucoup de questions sont consacrées au lien entre la sclérose en plaques et les maladies apparentées, le Covid, certains traitements qui peuvent impacter la vaccination, donc on en parlera un peu plus tard. Et puis, cette journée, elle est aussi consacrée pour mettre en avant un certain nombre de travaux qui sont subventionnés, pris en charge par les dons qui sont liés à la Fondation ARCEP. Donc, je vais laisser la parole à Pierre-Olivier Courreau qui va animer cette matinée et vous en présenter le programme. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean. Oui, en effet, j'aurai le plaisir d'animer la première session de ce matin consacrée aux avancées thérapeutiques et scientifiques avec 3 présentations par des chercheuses et des chercheurs qui ont bénéficié des subventions de la Fondation ARCEP, donc des dons des donateurs, comme vient de le dire Jean. Pour commencer, nous allons avoir une introduction par la présidente de la Fondation ARCEP, Brigitte Tettinger, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui et donc qui a enregistré cette introduction, cette présentation qu'on va vous passer maintenant et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, à tout à l'heure. Chers amis de la Fondation ARCEP, je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui pour la première fois. J'aurais évidemment préféré que nous soyons tous ensemble, dans la même salle, que je puisse répondre à vos questions, échanger avec vous et que nous puissions évidemment passer un moment ensemble. Mais le contexte sanitaire, qui s'est à nouveau aggravé depuis quelques semaines, nous a obligés à ne pas pouvoir nous retrouver aujourd'hui. Donc, de tout cœur et pour 1000 raisons, j'espère que cela sera possible l'année prochaine. Je tenais d'abord à vous dire que j'étais heureuse et très honorée de remplacer Jean-Frédéric Deleuze, qui a fait un travail formidable pour la Fondation pendant 10 ans. Il a initié beaucoup de choses et j'espère me montrer tout à fait à la hauteur pour prendre la relève de la garde. Vous avez vécu ces 18 derniers mois dans un contexte extrêmement difficile, comme vous le pouviez, et j'espère de tout cœur que bientôt vous pourrez à nouveau mener une vie beaucoup plus facile et nous serons de toute façon, comme toujours, à vos côtés. Ce qui peut nous aider tous, c'est ce qui s'est passé grâce aux équipes de la Fondation ARCEP, c'est véritablement, et grâce aussi et surtout aux donateurs, pouvoir soutenir la recherche. J'en profite pour remercier le comité médico-scientifique, présidé par le professeur Pelletier, qui, avec toutes ses équipes, a réussi à faire un travail formidable au quotidien, malgré la surcharge de travail qu'ils avaient tous, évidemment, dans leurs hôpitaux, dans cette période si compliquée pour nous tous. Nous comptons véritablement sur vous pour nous aider pour la suite et pour l'année 2022. En 2021, nous avons réussi à reverser 2,6 millions pour la recherche. Nous sommes actuellement dans un plan qui a été dessiné, élaboré par Jean-Frédéric Deleuze et qui est une levée de fonds sur 10 années de 40 millions d'euros. Nous avons donc besoin de votre aide, de toute votre aide, et vous savez que les grands dons, mais également les petits dons, peuvent nous aider à soutenir cette recherche si fondamentale pour atteindre la victoire sur la sclérose en plaques. J'en profite également pour remercier l'ensemble des bénévoles et tous ceux qui ont créé ou soutenu
des événements, comme Bernard Gentric pour ses actions solidaires en peloton, ainsi que tous nos marins qui ont pu faire des courses qui ont véritablement soutenu la recherche. Donc, merci vraiment pour toute votre aide et nous comptons évidemment sur vous en 2022. Enfin, je voulais vous assurer que nous resterons et nous serons toujours à vos côtés pour répondre à vos questions, pour vous aider et dans un combat contre la maladie dans lequel nous allons une fois de plus jeter toutes nos forces. Merci à vous tous surtout d'être à notre écoute en cette journée. À très bientôt. Bien, voilà, il est temps maintenant de de commencer le programme de la matinée avec une première session sur les avancées thérapeutiques et scientifiques. Elle sera suivie par une deuxième session concernant des aspects plus médicaux et en particulier des questions que vous posez sur la Covid. Pour l'instant, donc, nous allons avoir 3 présentations scientifiques de chercheuses et de chercheurs qui ont bénéficié, comme je le disais tout à l'heure, de financement de la Fondation ARCEP, donc de vos dons. Nous avons choisi, bien sûr, c'est très difficile, nous avons choisi 3 chercheuses et chercheurs qui vont illustrer des aspects différents, des aspects variés, des recherches que nous nous efforçons de soutenir grâce à vous. Voilà, alors la première intervenante est Candice Chapouli. Candice Chapouli bonjour Candice. Bonjour. Elle est chargée de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, et elle est membre d'un laboratoire qui est soutenu par l'INSERM et l'Université de Bordeaux. Voilà. Elle bénéficie d'un nouveau type de financement créé par la Fondation ARCEP l'année dernière. C'est un financement de type émergence qui va lui permettre de créer son équipe dont la thématique est centrée autour de la sclérose en plaques. Voilà. Donc, c'est un financement sur 3 ans pour vraiment lancer la carrière scientifique, si je peux dire, de Candice. Voilà. Candice, je te laisse la parole pour nous parler de barrières sans cerveau. Merci beaucoup. Je remercie évidemment l'ARCEP de m'avoir conviée à ce congrès. J'espère que ça pourra un peu vous éclairer sur le projet que je développe et pourquoi vous me financez. Alors. Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie en fait neuro-inflammatoire, mais qui présente une composante vasculaire assez importante qui conduit à l'ouverture de la barrière sans cerveau. Et du fait de cette perméabilité des vaisseaux dans le système nerveux central, on va observer en fait une infiltration de cellules inflammatoires qui vont pénétrer le cerveau. Donc, cette barrière sans cerveau, elle est composée de cellules endothéliales qui, comme les briques d'un mur, vont constituer en fait une barrière étanche. Et cette barrière étanche, elle est scellée par ce qu'on appelle des jonctions serrées qui constituent finalement le ciment du mur qui va contribuer à empêcher le passage de cellules inflammatoires dans le système nerveux central. Et cette barrière, en fait, elle repose sur 2 voies. Une voie paracellulaire qui permettrait le passage entre les cellules, donc entre les briques du mur, et la voie transcellulaire qui permettrait le passage au travers du mur. Donc, ce qui est important, c'est que ce mur vasculaire, il n'est pas seul. Il fait en fait partie de ce qu'on appelle l'unité neurovasculaire, qui est en fait une structure composée de plein de cellules différentes. Et parmi les cellules dont je parle, il y a les astrocytes. Les astrocytes, ce sont des cellules étoilées que vous pouvez observer ici et qui produisent des pieds qui vont venir enrober les vaisseaux, donc finalement composer une deuxième couche au-dessus des cellules endothéliales. Ces astrocytes, jusqu'à présent, ils ont été relativement sous-estimés dans la physiopathologie de la sclérose en plaques, mais pourtant, ce sont des cellules qui subissent beaucoup de transformations pendant la maladie. Donc, dans des conditions normales, chez des personnes qui n'ont pas de maladie, ils sont quiescents, donc ils sont en dormance, si vous voulez. Et puis, quand la maladie se produit, la CEP, eh bien, ils vont subir des transformations à la fois
morphologiques. Donc, on va observer des cellules qui sont beaucoup plus grosses et qui produisent beaucoup plus de pieds, beaucoup plus de prolongements. Et puis aussi des transformations au niveau des substances qu'ils vont produire et des protéines qu'ils vont exprimer. Et de ce fait, dans la sclérose en plaques, on observe des astrocytes avec différentes cartes d'identité. Et en fonction des substances qu'ils vont exprimer, ces astrocytes vont soit être délétères et donc participer à l'aggravation de la sclérose en plaques, ou bien ils vont être protecteurs et dans ce cas-là, eh bien, ils vont protéger contre la maladie. Donc, l'objectif de mon travail au sein du laboratoire, eh bien, c'est d'analyser le comportement de ces différentes populations astrocytaires pendant la sclérose en plaques. Et l'objectif, évidemment, au long cours, c'est de pouvoir identifier des cibles au niveau de ces populations astrocytaires pour le développement de nouvelles thérapeutiques dans le contexte de la sclérose en plaques. Nous utilisons de nombreuses approches. Je vous en ai mis quelques-unes ici. On utilise des approches assez classiques de biologie moléculaire et de culture cellulaire et des approches un peu plus performantes, un peu plus sexy, comme on aime dire au laboratoire, d'imagerie notamment par microscopie et puis de séquençage génomique avec des analyses de biostatistiques pour identifier des cibles potentielles. Donc, je vous ai mis quelques résultats marquants qu'on a obtenus. Donc, ça fait à peu près 7 ans que je travaille sur la sclérose en plaques. J'ai commencé mon travail aux États-Unis, où il y a aussi une association pour la recherche sur la sclérose en plaques qui est extrêmement active. Donc, c'est intéressant de voir que le travail est dynamique dans différents pays sur la sclérose en plaques. Et j'ai pu démontrer au cours de mon post-doctorat aux États-Unis que les astrocytes sont capables de constituer une deuxième barrière de protection du cerveau. Donc, finalement, quand la barrière vasculaire, donc les vaisseaux deviennent perméables, donc que ce mur vasculaire devient perméable, eh bien, les astrocytes prennent le relais et sont capables de produire une deuxième barrière. Donc ici, c'est juste pour vous l'illustrer. Vous avez un vaisseau qui est marqué ici en blanc. Et ce que vous observez en rouge et en vert, eh bien, ce sont des propriétés des astrocytes. Et comme vous le voyez, eh bien, ces astrocytes, ils englobent bien le vaisseau. Et cette protéine en vert est une jonction serrée qui confère la propriété de barrière aux astrocytes. Mais dans un même temps, un deuxième projet nous a permis d'identifier une autre population astrocytaire qui, elle, est délétère dans la maladie, puisque ces astrocytes activés, c'est ce que vous observez ici, sont capables de produire une protéine qui est marquée en rouge. Donc, les astrocytes sont en vert et la protéine est en rouge. Et cette protéine, cette substance, elle va permettre en fait de grignoter le mur vasculaire. Donc, elle est capable en fait de rendre perméables les vaisseaux. Donc, ici, nous avons plutôt un rôle délétère d'une autre population astrocytaire. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec ces informations maintenant? Donc, ça, c'est le projet que j'ai ramené ici en France et qui est financé par l'ARCEP. Donc, nous avons mis en évidence différentes populations d'astrocytes qui sont soit délétères, soit plutôt protecteurs dans la sclérose en plaques. Mais finalement, quels sont les marqueurs moléculaires au sein de ces astrocytes qui permettent de contrôler leur carte d'identité? Donc, nous avons identifié delta-like 4, donc DLL4 que vous observez ici, comme étant l'un des acteurs du contrôle de ces cartes d'identité astrocytaires. Donc, cette protéine est exprimée uniquement dans les astrocytes activés, pas dans les astrocytes quiescents. Et c'est une protéine, en fait, qui va réguler l'activation astrocytaire. Donc, finalement, elle va permettre, c'est ce que vous observez ici en vert, de rendre les astrocytes plus gros et plus réactifs, donc avec la production de substances qui peuvent être délétères ou protectrices dans la maladie. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de vous dire, eh bien, c'est que l'unité neurovasculaire est au cœur de la physiopathologie de la CEP et qu'une dysfonction de cette structure est responsable de l'infiltration inflammatoire qui est à l'origine des symptômes observés chez les patients. Et si le rôle de la barrière sans cerveau a été relativement bien identifié à l'heure actuelle, eh bien, celui des astrocytes, leur rôle des astrocytes l'est beaucoup moins.
Et dans notre équipe, c'est pour ça que l'on se focalise sur ces cellules et on a pu mettre en évidence qu'ils jouent soit un rôle protecteur, soit un rôle délétère dans la maladie en fonction de leur carte d'identité et qu'ils peuvent participer à l'ouverture de la barrière sans cerveau. Donc finalement, les astrocytes sont des cellules qui jouent également un rôle fondamental dans la structuration de l'unité neurovasculaire et dans la participation à la physiopathologie de la CEP. Et donc, il pourrait représenter finalement une cible intéressante pour le développement de nouvelles thérapies dans cette maladie. Je vous remercie pour votre attention. Il faut savoir que ça fait 3 fois que je suis financée par l'ARCEP. J'ai eu un premier financement qui m'a permis de revenir en France et de passer les concours INSERM, donc de devenir chercheuse, et puis 2 financements qui me permettent de réaliser mes travaux et de recruter des étudiants, notamment Pierre qui travaille sur le projet que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc merci à tous. Merci beaucoup, Candice, pour cette présentation, ces belles images. Alors, à tous, je dis que nous ne poserons, enfin, on vous demande de poser des questions sur le chat, et puis on répondra à l'ensemble de ces questions, on essaiera de répondre à l'ensemble de ces questions à l'issue des 3 présentations. Comme ça vous laisse le temps d'envoyer sur le chat vos questions, et nous nous efforcerons de répondre à un plus grand nombre de questions. Voilà. Merci encore, Candice. On ne peut pas applaudir parce qu'on n'est pas ensemble, mais le cœur y est. Voilà. Alors, la deuxième présentation va être donnée par Bertrand Huard. Bertrand Huard est professeur à l'université de Grenoble, qui s'appelle Grenoble-Alpes, et directeur d'une équipe de recherche dans un laboratoire qui est rattaché à cette université et au CNRS. Voilà. Il va nous parler d'une molécule qui s'appelle April. Donc, ça va nous donner un petit air de printemps, peut-être. Voilà, Bertrand, c'est à toi. Merci Pierre-Olivier et merci à l'ARCEP pour l'organisation de cette journée qui, visiblement, est très, très bien suivie. Donc, la touche de printemps, oui, donc c'est notre molécule d'intérêt, la molécule April, et je vais vous présenter donc l'aspect développement sclérose en plaques pour l'utilisation de cette molécule. Et ça va concerner la régénération neuronale. Donc, suite à la journée porte ouverte des patients, ici à Grenoble, il y a eu beaucoup de questions concernant qu'est-ce qu'il en est des drogues qui pourraient régénérer, donc remyéliniser les neurones. Et donc, bien là, c'est juste une citation du président de la Société internationale de neuroimmunologie, Willy Young. Vous verrez qu'on collabore ensemble. Et globalement, en 2019, il disait que toutes les drogues qui étaient disponibles à l'heure actuelle permettaient d'immunomoduler, donc de baisser l'inflammation dans la maladie, mais il n'y avait pas de drogue qui directement pouvait induire la réparation. Donc ça, c'était en 2019. Et donc, plus récemment, donc, cette année, donc, une revue, et donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est juste pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Donc, dans les drogues qui sont approuvées, donc qui sont utilisées, donc là, vous avez la liste, vous connaissez aussi bien que moi ces molécules, et bien, vous voyez qu'il y en a que très peu qui, dans les formes progressives, ont donné un résultat positif. Et en fait, on voit très bien qu'il n'y en a qu'une, donc un analogue du fangolimod, et donc des résultats positifs en phase 3 dans les formes secondaires progressives, une publication en 2018. Donc c'est très peu, mais il faut savoir qu'il y a bien évidemment des protocoles cliniques, et donc là, c'est la liste de tout ce qui est en train d'être testé et qui arrivera un jour. Et donc, vous voyez que là, il y a au moins 1, 2, 3 et 4 candidats qui ont montré des résultats soit précliniques ou soit même cliniques, au moins en phase 2,
avec une action sur la remyélination. Pour aller un petit peu plus dans les détails, donc, on a pour 2 molécules des études de phase 3 qui sont en cours. Donc un espoir en termes de possibilité d'induire la réparation dans cette pathologie. Donc, plus précisément, nous, je pense qu'on est acteur aussi dans ce domaine, et donc on est acteur parce que on a des financements. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est pour nous l'ARCEP? Eh bien, c'est ces 3 financements qui ont permis d'obtenir un brevet, qui ont permis d'obtenir des financements plus importants, donc internationaux, au niveau de l'ANR collaboratif, soit avec l'Allemagne, soit avec le Canada, et plus récemment également un financement européen. Donc, qu'est-ce qu'on fait plus précisément? Donc déjà, il faut qu'il y ait des personnes qui travaillent, et donc, des étudiants en thèse se sont succédés. Donc, sur ce projet spécifique April et sclérose en plaques, il y a eu trois étudiants en thèse successifs. Il faut aussi des collaborateurs, bien évidemment, parce que moi, je suis immunologiste, je ne suis pas neuroimmunologiste et je ne suis pas non plus neurologue. Donc, les collaborateurs locaux, donc le médecin neurologue de Grenoble-Alpes, Olivier Cazé, une chercheuse neurologiste grenobloise et une chercheuse neurologiste parisienne. Et ensuite, des collaborations internationales très importantes. Je pense que c'est le meilleur neuroanapathe du monde, Hans-Peter Lassmann, et vous verrez que la collaboration avec Hans-Peter a été très importante. Et enfin, donc récemment, une collaboration avec Hui Yong au Canada. Voilà, donc la collaboration avec Hans-Peter, donc là vous avez une autopsie et un marquage d'un patient décédé, un marquage pour la myéline, et vous voyez très bien cette zone donc périvénulaire. Là, vous avez le vaisseau sanguin, cette zone qui est blanche, donc où il n'y a plus de myéline. Donc, on est clairement dans une plaque. Et ce qu'on a montré, c'est que dans ces plaques, eh bien, notre protéine d'intérêt, la molécule April, elle est présente. Elle se fixe sur les astrocytes qui sont en bleu. Et la molécule des astrocytes qui permet la fixation de cette molécule April, ce sont les CSPG, chondroïtine sulfate protéoglycan. Vous voyez qu'on obtient du jaune. Et ça, c'est très important parce que eh bien, les CSPG, les chondroïtine sulfate protéoglycan, ils sont reconnus pour être des ligands qui vont stimuler des récepteurs inhibiteurs de la croissance axonale. Donc, le petit nom de ces récepteurs, c'est NOGO-R, NOGO-récepteur, et PTP-R sigma. Donc, notre hypothèse de travail, c'est, puisqu'April est un facteur de liaison au CSPG, est-ce qu'April va inhiber la fonction inhibitrice de ces CSPG? Et donc, vous avez un test in vitro ici, donc en anglais, ça s'appelle Neuric Outgrowth Assay. Donc, globalement, si on prend des neurones néonataux de souris, si on place ces neurones en culture, ils vont faire des projections. Voilà, donc vous voyez très bien en vert les projections développées par ces neurones. Et là, vous voyez donc le rôle inhibiteur de ces molécules CSPG sur la génération de ces projections. Et si on préincube ces CSPG avec la molécule April, on voit qu'il y a une restauration de la capacité des neurones à faire des projections in vitro. Donc, il y a un modèle de souris de sclérose en plaques, ça s'appelle l'EAE, Experimental Autoimmune Encephalitis, et donc les souris développent des paralysies, donc c'est mesuré par le degré de sévérité,
Et donc, dans ce modèle in vivo, si on injecte la molécule April, on voit que soit en prophylactique, donc soit avant l'apparition de la maladie chez les souris, ou en thérapeutique, après l'apparition de la maladie, on voit que l'injection de cette molécule April permet de diminuer la sévérité dans les deux types de situations. À mon avis, il nous manque un dernier résultat probant de remyelination, parce que pour l'instant, on a des résultats in vitro, ex vivo, mais pas vraiment in vivo. Le modèle EAE n'est pas le meilleur modèle pour mesurer la remyelination. Donc là, il y a l'intérêt de cette collaboration avec Weiyang qui possède un modèle in vivo de remyelination chez la souris, après application d'un détergent qui tue globalement les oligodendrocytes, l'isolécithine. Donc, on est en train de tester la molécule April dans son modèle. Donc, en conclusion, donc, on a vu que l'accès à des autopsies nous a permis de découvrir qu'April était un partenaire d'adhésion à des inhibiteurs de réparation, les CSPG, donc il y a vraiment une vérité dans les tissus. Donc on a un antagoniste de ces CSPG, un antagoniste qui fonctionne, donc on a un brevet. Je ne vous ai pas montré, mais en plus de la preuve de concept in vitro, on en a une ex vivo, donc c'est la collaboration avec la neurologiste parisienne, et on a aussi des indications in vivo dans le modèle EAE. Un dernier test à réaliser, je pense, avant de passer plus loin à une phase clinique, certainement. Et puis, pour finir, je dirais que les financements de l'ARCEP, sans eux, on n'aurait pas pu développer ce projet. Donc voilà, merci à tous. Merci Bertrand pour cette présentation. Donc, je rappelle à toutes et à tous que vous pouvez poser vos questions sur le chat et puis nous essaierons à la fin des trois présentations, nous essaierons en tout cas nous aurons un temps, une demi-heure pour tâcher de répondre à l'ensemble ou plusieurs de vos questions. Voilà, merci encore Bertrand. Donc après Bordeaux et Grenoble, on va aller à Lille. Et pour la troisième présentation, voilà. Donc Bruno Laine est neuropsychologue à l'Université catholique de Lille et va nous parler cette fois, on sort, disons, de la recherche fondamentale et on va parler de l'adhésion au traitement et toute une analyse épidémiologique sur cette question évidemment très importante. Voilà. Bruno, c'est à toi. Très bien. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ça va bien. Ouais. Donc, je remercie le comité médico-scientifique de l'ARCEP de me donner l'opportunité de présenter ce projet de recherche justement sur les facteurs qui contribuent à cette adhésion thérapeutique. Projet qui, comme on le voit là sur cette diapo, implique un grand nombre de collaborations et qui a la chance de bénéficier d'un soutien de l'ARCEP. Donc, les traitements de fond ces dernières années ont connu une très grande évolution dans la sclérose en plaques, avec une multiplication des alternatives thérapeutiques allant des formes injectables jusqu'aux formes orales. Et chacun de ces traitements a pu montrer son efficacité tant sur la fréquence ou la sévérité des poussées, sur l'apparition de nouvelles lésions IRM ou encore sur l'évolution globale du handicap. Et cette efficacité, elle est associée à l'observance thérapeutique, qu'on appelle aussi parfois l'adhésion thérapeutique, qui correspond finalement à l'adoption d'un comportement en adéquation avec les prescriptions médicales. Et cette adhésion thérapeutique est associée à un impact clinique fonctionnel à long terme et sur la qualité de vie des patients.
notamment en limitant la fréquence ou la durée des hospitalisations. Et malgré ces résultats positifs, l'adhésion thérapeutique n'est pas toujours optimale chez les patients. Et même si ça varie d'une étude à l'autre et en fonction des traitements, la non-adhésion tourne autour de 40% chez les patients. Alors, c'est pas l'absence de traitement total, mais ça va être des discontinuités, notamment dans la prise du traitement. Et parmi les facteurs qui influencent cette non-adhésion chez les patients, il y a essentiellement des facteurs cliniques qui ont été étudiés, comme notamment le niveau de handicap, la présence de troubles cognitifs ou la durée de maladie. Et des patients avec une durée plus importante ont tendance à avoir une non-adhésion également plus importante. Mais d'autres travaux dans d'autres pathologies ont pu montrer l'importance de facteurs subjectifs dans cette adhésion thérapeutique, notamment les croyances que vont développer les patients par rapport à ces traitements. Et aujourd'hui, les études portant sur ces facteurs subjectifs dans la sclérose en plaques sont vraiment très très rares. On y reviendra après. Dans ces modèles plutôt sociaux, cognitifs de l'adhésion thérapeutique, globalement, l'idée, c'est des modèles qui ont beaucoup été développés, notamment en diabétologie. L'idée, c'est d'expliquer que des croyances que le patient peut avoir sur l'efficacité d'un traitement va déterminer l'intention de mettre en place ce comportement, par exemple suivre le traitement, et va déterminer l'adhésion thérapeutique. Et donc, dans ces modèles, le comportement, comme prendre un traitement, est vraiment déterminé par l'intention comportementale qui va être elle-même définie et induite par différents facteurs qui vont être variables en fonction des théories. Et notamment, la théorie du comportement planifié définit 3 facteurs qui influencent cette intention comportementale. Le premier facteur parmi ces 3, c'est l'attitude, c'est-à-dire la perception positive ou négative que peut avoir le patient par rapport aux prescriptions médicales, perception qui va être influencée par les croyances que le patient va développer par rapport à la maladie, par rapport à son origine et par rapport à l'efficacité des traitements. Un autre facteur, c'est ce qu'on appelle les normes subjectives, c'est-à-dire la perception des attentes de l'entourage par rapport au comportement et l'adéquation de cet entourage en accord ou en désaccord par rapport à ce traitement. Et le troisième facteur, c'est la perception que le patient a de contrôle dans la mise en place de ce comportement. Ce contrôle qui va dépendre de facteurs cognitifs. Est-ce que j'ai les ressources cognitives qui me permettent de le mettre en place? Et aussi de facteurs environnementaux. Est-ce que mon environnement professionnel, social, favorise la mise en place de ce traitement? Globalement, pour résumer, un patient qui pense que les bénéfices sont supérieurs aux risques dans la mise en place de ce comportement, qui pense que son entourage favoriserait ou encouragerait à mettre en place ce comportement et qui pense aussi avoir les ressources cognitives, notamment pour mettre en place ce comportement, aura davantage tendance à le mettre en place et à le faire perdurer. D'autres facteurs issus d'autres théories ont été aussi soulignés comme influençant l'intention comportementale et du coup la mise en place de ce comportement. C'est notamment la vulnérabilité perçue, c'est l'estimation par le patient, c'est toujours subjectif, de l'exposition, du risque d'exposition au comportement. Par exemple, est-ce que le fait de ne pas prendre le traitement va induire un risque important? Et également la gravité perçue, est-ce que les conséquences de la non-adhésion et de la non-mise en place de ce comportement va avoir des conséquences sociales, cliniques importantes. Et ces 2 facteurs définissent ce qu'on appelle la menace perçue qui va aussi définir et déterminer l'intention comportementale. À ces facteurs plutôt socio-cognitifs, d'autres facteurs interpersonnels ont également été ajoutés, c'est notamment la relation patient-médecin qui, en dehors des informations purement informatives, en lien avec la maladie ou le traitement, c'est vraiment les aspects de communication, les aspects d'alliance thérapeutique globalement qui définissent la susceptibilité à mettre en place ce comportement. Et enfin, un autre facteur, c'est celui du soutien social qui est lié à l'environnement proche du patient, qui va être aussi un facteur important dans le développement de ce comportement. Et l'ensemble de ces facteurs socio-cognitifs sont vraiment également à envisager en lien avec les caractéristiques de personnalité du patient, d'âge, de genre,
et puis également les caractéristiques de la maladie. Et les quelques études qui ont porté sur ces facteurs plutôt socio-cognitifs dans la sclérose en plaques ont toujours pris l'un ou l'autre des facteurs, mais jamais en prenant en compte l'ensemble de ces facteurs et leur interaction mutuelle. Notamment, il y a des études qui ont montré que le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire le contrôle que le patient pense avoir sur la mise en place de ce comportement, avait un impact important sur la poursuite de ce comportement et l'absence de discontinuité dans la prise du traitement. D'autres études ont pu montrer, qui ont porté sur l'alliance thérapeutique, ont pu montrer que le climat de confiance dans la relation patient-médecin et puis également l'impression de partage de la décision thérapeutique avait une influence directement sur l'utilité perçue du traitement et donc de surcroît également sur l'adhésion que le patient va avoir par rapport à ce traitement. D'autres études portant plutôt sur le soutien social ont montré que la perception de la part du partenaire d'un soutien excellent avait une influence sur l'adhésion thérapeutique, mais aussi sur le suivi, par exemple, d'activités physiques, de programmes d'activité physique ou de téléréhabilitation. Et à notre connaissance, il n'y a qu'une seule étude qui a essayé de regarder des facteurs pris de façon mutuelle et pour regarder l'interaction de chacun de ces facteurs. C'est une étude allemande qui a porté sur 192 patients et qui montrait qu'en prenant en compte les 3 facteurs issus de la théorie du comportement planifié, c'est-à-dire l'attitude, la norme subjective et le contrôle perçu, l'ensemble de ces facteurs expliquait 50% de l'intention comportementale de prendre son traitement de fond. Et encore une fois, même si les études soulignent l'importance de prendre l'ensemble de ces facteurs et leur interaction, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle qui s'intéresse à l'ensemble de ces facteurs appliqués à la sclérose en plaques. Et donc, l'objectif de ce travail, c'est justement de développer un modèle socio-cognitif qui prendrait l'ensemble de ces facteurs, à la fois socio-cognitifs et interpersonnels, à la fois pour mieux comprendre finalement les facteurs en dehors des facteurs cliniques qui contribuent à cette adhésion thérapeutique, également identifier des facteurs éventuellement de vulnérabilité chez le patient qui nécessiterait de personnaliser cet accompagnement et également favoriser la mise en place d'une alliance thérapeutique qui favorise elle-même l'adhésion thérapeutique. Et ce travail qui a pris un peu de retard en raison du contexte actuel, est un travail prospectif longitudinal qui implique le CHU de Bordeaux, Lille, Strasbourg et le GHCL, également 2 universités, Reims et Angers, qui vise sur un échantillon important de patients, de plus de 150 patients, à évaluer ces facteurs sur 2 temps. Un temps à l'inclusion où on prendra en compte les facteurs qu'on a définis juste avant, notamment la menace perçue, les attitudes et la norme subjective, mais aussi la fatigue et les variables cognitives. Et un deuxième temps de mesure à 6 mois qui permettra d'avoir une mesure objective également de l'adhésion thérapeutique du traitement, mais aussi une mesure subjective et d'autres facteurs, notamment de personnalité, pour, in fine, regarder quels sont les facteurs qui influencent le plus cette adhésion thérapeutique et l'interaction de facteurs qui influencent cette adhésion thérapeutique. Et donc, c'est une étude qui se fait sur un questionnaire en ligne via l'AMSurvey, ce qui permet finalement une accessibilité plus grande des patients. Donc, j'aurais bien voulu vous présenter des résultats, mais aujourd'hui, ce sont des statistiques qui sont assez gourmandes en effectifs et on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir présenter ces résultats. Donc ça, je vous donne rendez-vous éventuellement l'année prochaine pour en discuter. Mais ce qu'il faut retenir de ce travail, c'est que en dehors des facteurs cliniques, l'intérêt de ce travail, c'est vraiment d'évaluer des facteurs cognitifs, psychologiques et les croyances associées au traitement et à la maladie, et de regarder leur influence sur cette adhésion pour mieux comprendre finalement cette adhésion et individualiser aussi la prise en charge et les décisions thérapeutiques au mode de vie des patients. Je vous remercie. Merci beaucoup Bruno. Donc, merci à tous les 3 pour vos présentations. Merci bien entendu à vous toutes et tous, donateurs, qui permettaient à la Fondation ARCEP de financer, vous voyez, des recherches très, très variées et très différentes. Donc, nous entamons un temps de discussion, d'échange avec les présentations, avec les collègues qui ont présenté ces résultats. Je vais commencer, donc, Emmanuel Plassard de la Fondation ARCEP va me transmettre les questions que vous envoyez sur le chat.
et je vais essayer de commencer une série de questions, peut-être par la première présentatrice, par Candice. Candice, si j'ai bien compris ta présentation, il y a des astrocytes gentils, des astrocytes méchants. Les astrocytes, ça sert à quoi, si j'ose dire? Est-ce qu'ils interagissent avec les autres cellules dont on entend parler dans le cerveau, les oligodendrocytes, les neurones? Donc, comment ça se passe? Et est-ce qu'un gentil devient méchant? Est-ce qu'un méchant devient gentil? Alors, ils interagissent avec beaucoup de cellules, pratiquement toutes les cellules du système nerveux central. Ils sont vraiment à l'interface entre la partie vaisseau et la partie neurone, dans ce qu'on appelle la synapse tripartite. Alors, c'est un terme un peu barbare pour expliquer ça. C'est des cellules qui, à l'origine, ont été étudiées essentiellement pour... ils apportent les nutriments, en fait, aux neurones, donc ils permettent le bon fonctionnement des neurones chez les individus. Pour ce qui est de est-ce qu'ils sont capables de devenir gentils après avoir été méchants, alors je suis convaincue que oui. Je pense que ça dépend vraiment du contexte dans lequel on se place, et c'est ce qui rend leur étude et le ciblage de ces cellules très compliqué, parce que c'est des cellules qui peuvent avoir plusieurs visages, et ce, à différents moments, à la fois chez des personnes saines et chez des patients. Donc, c'est complexe, très complexe. C'est le Dr Jekyll et Mr Hyde qui étaient sur une de tes diapositives. Voilà, d'accord. On reviendra sans doute à d'autres questions. Une question, je continue dans l'ordre. Une question pour Bertrand. Bien entendu, les données que tu as présentées suscitent un intérêt dans un objectif d'essai clinique. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les modèles de souris que tu as présentés permettent de prédire en quelque sorte un résultat chez l'homme, et pour un essai clinique que tu dois sans doute avoir en projet, comment est-ce que ça pourra se passer? Est-ce que ça se passera est-ce que la molécule April pourra être administrée en plus d'un traitement habituel, comment envisages-tu ça? Oui, alors donc j'ai pas encore envisagé un essai clinique, parce que il faudra discuter à plusieurs. Moi, je suis juste immunologiste, et on travaille sur la molécule April qui visiblement est présente dans les lésions de sclérose en plaques et pourrait faire du bien. Donc attendons le résultat que l'on teste au niveau de la collaboration avec le Canada, et ensuite il faudra réfléchir. Mais je serai juste un des acteurs sur un développement clinique possible. Je peux juste dire ça. On se doute bien, Bertrand, tu ne vas pas pouvoir faire ça tout seul. Juste une petite question supplémentaire. April, c'est une protéine, elle est grosse, elle est facile à fabriquer? Oui, elle est facile à fabriquer, il n'y a pas de problème. On a pu traiter des souris plus de 30, donc il n'y a pas de problème avec des injections répétées, donc ça, il n'y a aucun problème. Ok, merci. Donc on attendra un petit peu, malheureusement, mais avec beaucoup d'espoir pour un essai clinique. Donc je vais passer à Bruno. Bruno, pour les questions, alors évidemment, on a bien compris que le projet, c'est d'analyser l'ensemble des facteurs, ce qui ne simplifie pas la tâche. Moi, je poserai une question peut-être simple. Est-ce qu'on connaît l'importance de facteurs aussi évidents, je dirais, que l'âge du patient, que le genre? Est-ce que les femmes sont des meilleurs élèves que les hommes, si j'ose dire, et donc ont une adhésion meilleure au traitement que les hommes? Sur des facteurs aussi évidents en quelque sorte, est-ce qu'on a déjà des informations? Sur l'influence de l'âge et du genre oui. Dans la sclérose en plaques, aujourd'hui, on n'a pas ces données-là, mais par contre, on a davantage d'informations sur les données, l'influence de facteurs cliniques comme la gravité de la maladie ou le degré de handicap évalué par le DSS, et de leur influence ou la présence de troubles cognitifs et leur influence sur cette adhésion. Mais par contre, effectivement, ces facteurs plutôt démographiques
on n'a pas d'évidence, en tout cas, de cette influence de ces facteurs d'âge ou de sexe sur l'adhésion aujourd'hui. D'accord. Et sur un plan quantitatif, cette non-adhésion, elle représente globalement, combien de patients? Quel pourcentage des patients? Alors, c'était la non-adhésion. Alors, encore une fois, c'est variable d'un traitement à l'autre et puis d'une étude à l'autre, mais elle peut tourner autour de 40% de patients. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette non-adhésion, c'est pas l'interruption totale du traitement. C'est vraiment plutôt des discontinuités dans le traitement, parce que la non-adhésion, elle peut prendre différentes formes. Effectivement, ça peut être l'arrêt total, mais c'est plus souvent l'absence de persistance ou des discontinuités dans le traitement, qui a un effet délétère, tout aussi délétère sur l'évolution clinique. Ok, on comprend bien. Merci Bruno. Je suis pas très original, je vais garder le même ordre, donc je reviens à Candice. Candice, tu nous as parlé d'une barrière entre le sang et le cerveau, mais est-ce que et tu nous as parlé de jonction serrée, jonction étanche. Bon, le cerveau, il a quand même besoin des éléments nutritifs qui circulent dans le sang. Comment ça se passe s'il y a un mur? Du coup, il y a en fait les cellules qui constituent ce mur, donc les cellules endothéliales, elles possèdent un certain nombre de transporteurs et de vésicules. Alors, c'est des invaginations de la membrane qui vont se former, comme des petits ascenseurs qui vont passer du côté du sang vers le cerveau et qui vont transporter donc ces éléments. Donc, en fait, c'est finalement tous ces transporteurs, c'est comme des petites douanes qui vont contrôler. Et si l'élément qui veut rentrer dans le cerveau est bénéfique pour la personne, ils vont laisser passer ces éléments. Mais si jamais ce sont des toxines ou des éléments qui pourraient être pathogènes, dans ce cas-là, ils vont empêcher le passage de ces éléments dans le cerveau. Donc, c'est une barrière qui est quand même qui peut laisser passer certaines choses. Une barrière intelligente. Barrière intelligente. Voilà. Et et les médicaments, alors les médicaments, ça pose beaucoup de problèmes pour les médicaments, pour permettre la pénétration des médicaments dans le système nerveux central, effectivement. D'accord. Cette barrière. Et qu'est-ce qui va perturber? Est-ce qu'un virus peut… Bon, on a souvent évoqué les virus comme peut-être les facteurs déclenchants de la maladie. Bon, je ne pense pas que la réponse soit claire, mais est-ce que les virus peuvent perturber ce mur, cette barrière? Oui, effectivement, il y a une hypothèse, en fait, dans plusieurs maladies, pas seulement la CEP, aussi dans la maladie d'Alzheimer, je vais y arriver. On évoque une infection par un virus dans l'enfance qui serait finalement réactivé à l'âge adulte. Par exemple, les virus herpétiques et qui ont ces virus-là un tropisme pour le système nerveux central. Donc, c'est des virus qui sont capables de leurrer cette barrière sans cerveau et de pénétrer dans le système nerveux central et d'y rester, enfin en dormance, mais d'y être. Donc oui, c'est une des hypothèses qui est évoquée, effectivement. D'accord, merci Candice. Bertrand, tu nous as parlé de CSPG, de no-go. Voilà, alors c'est un petit peu compliqué. C'est quoi un CSPG ? Oui, je te l'accorde, c'est compliqué. C'est quoi un CSPG? Donc, c'est des molécules qui font partie de la matrice extracellulaire. Et donc, Candice a parlé de différents d'astrocytes réactifs dans les lésions. Eh bien, à chaque fois qu'il y a un traumatisme dans le système nerveux central, il y a une astrocytose. Et donc, et ces astrocytes font plus de CSPG qui vont se déposer dans la matrice extracellulaire. Donc, autour des cellules, c'est ça? Autour des cellules. Voilà. Et puis donc, ils ont des récepteurs, donc ces fameux NOGOR et RPTPS. Donc, ces récepteurs sont là pour inhiber la réparation, donc axonale. Et donc, il y a peut-être… Donc, c'est vrai que vous ne connaissez pas bien ça,
mais je pense que vous avez entendu parler des essais thérapeutiques avec l'antilingo, qui a Oui. des effets plus ou moins positif. Eh bien, cet antilingo, donc lingo fait partie du complexe de récepteurs no-goer. Donc, on est dans la même approche dans ce cas-là. D'accord, d'accord. Les CSPG, c'est des très grosses protéines, très grosses molécules, c'est ça? Oui, c'est assez gros, oui. Ouais, on va dire ça. Ok. Ok, merci Bertrand. Alors, pour Bruno, je regarde les questions qui arrivent. Euh, euh, Moi, j'aurais une question. Euh, est-ce que les, pour les jeunes femmes qui sont atteintes de sclérose en plaques, est-ce que le fait d'attendre un enfant ou d'avoir un enfant euh, influe sur leur adhésion au traitement? Alors, j'ai pas la réponse. En tout cas, il n'y a pas, à ma connaissance, d'études qui portaient spécifiquement sur cette population. Mais là, en fait, plus que de variables subjectives, effectivement, on peut imaginer que les projets parentaux vont influencer. Et plus que sur l'adhésion, c'est vraiment sur la décision de prendre le traitement ou à tel moment. Mais en tout cas, sur l'influence directe sur l'adhésion, on n'a pas ces données-là parce que souvent, finalement, les patientes enceintes ou avec projet parental, elles ne vont pas être incluses dans ce type d'études. Alors, dans la diapositive que tu as présentée à la fin sur ton projet, tu parlais de 150 patients Ouais. et de 18 à 65 ans. Alors, j'imagine que ça va être compliqué. Est-ce que ça suffit d'avoir 150 patients pour couvrir finalement des situations personnelles très différentes, en âge, mais en situation socio-économique, enfin, tous les éléments que tu as listés et que tu penses et que tu souhaites prendre en compte? Est-ce que sur 150 patients, tu vas pouvoir avoir une vision assez large? Alors, sur les panels sociaux démographiques, effectivement, ça peut être un peu réduit, mais en fait, là, on a déterminé statistiquement ces 153 patients, en fait, statistiquement, dont on avait besoin dans le calcul du nombre de patients pour avoir des résultats significatifs. Et parce que là, en fait, c'est plus que les variables qui vont être des variables de contrôle, en fait, davantage l'âge ou le niveau socioculturel, sont vraiment les variables socio-cognitives qui nous influencent, qui nous intéressent, en fait. Après, ces variables d'âge, et on essaiera d'avoir un éventail suffisamment large, ces variables d'âge sont des variables de contrôle qui seront insérées dans l'analyse de statistiques. Mais on ne va pas forcément aller regarder directement l'influence du niveau socioculturel ou de l'âge. Davantage les variables socio-cognitive. D'accord, d'accord. Allez, une troisième salve, une troisième série de questions. Candice, donc on revient à toi. Est-ce que donc tu nous as convaincu que les astrocytes, c'est vraiment très important pour la barrière sans cerveau, la barrière hémato-encéphalique? Est-ce qu'il y a des traitements aujourd'hui ou est-ce qu'on envisage des traitements qui vont cibler ces astrocytes? Alors pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a pas. Quand j'étais aux États-Unis, donc on avait identifié le VEGF-A comme surexprimé dans les astrocytes. Et il y a un essai clinique qui avait été démarré avec le bevacizumab, mais qui n'a pas montré d'amélioration par rapport à un traitement de référence. Donc ça a été abandonné ça a été abandonné. Mais effectivement, ça paraît être une source potentielle de ciblage pour de futures thérapies. Le problème étant qu'il faudrait des thérapies qui puissent identifier un type cellulaire donné, parce que la majorité des voies de signalisation, enfin des marqueurs qu'on identifie sont
peuvent être exprimés par d'autres cellules dans l'organisme et puis même au niveau du système nerveux central. Donc ça, c'est ce qui pose le plus de problèmes parce que ça peut amener des effets indésirables associés. Donc et plus largement sur des médicaments sur l'unité ciblés sur l'unité neurovasculaire. Le natalizumab est une molécule qui cible la barrière hémato-encéphalique. En fait, c'est une molécule qui va se fixer sur un récepteur à la surface des cellules endothéliales qui permet aux lymphocytes, donc aux cellules inflammatoires, de passer dans le système nerveux central. Donc, c'est un exemple de molécule qui a été développée et qui cible la barrière sans cerveau, par exemple. D'accord, ok, merci. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions à poser à Bertrand. À Bruno, alors attendez, je revois. Moi, j'avais une question, mais oui, je vois qu'il y a une question là sur… c'est un petit peu difficile de suivre toutes les questions qui arrivent. Moi, j'avais une question sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, qui prennent de plus en plus d'importance, peuvent jouer un rôle sur l'adhésion thérapeutique? Oui, effectivement, indirectement, en fait, les réseaux sociaux, et on le voit notamment avec la situation des vaccins anti-Covid, les réseaux sociaux vont générer des croyances, en fait, créer justement ces croyances par rapport à l'efficacité d'un traitement ou d'un vaccin, par exemple. Et là, globalement, en France, actuellement, on a l'impression qu'il y a 67 millions d'immunologistes parce qu'on a finalement tous un avis sur l'efficacité du vaccin et la nécessité ou pas de se faire vacciner. Donc, on voit comment dans cette situation-là, pas seulement les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui est communication, les médias peuvent influencer la création de croyances, des croyances qui sont basées sur des informations objectives, hein, effectivement, mais aussi parfois, et c'est peut-être le plus gênant, subjective. Il n'y a pas tant de spécialistes que ça de la vaccination en France. Et pourtant, on a quand même un avis sur cette vaccination. Donc là, on voit comment les réseaux peuvent avoir une influence aussi dans la mesure où les réseaux, si on adhère à un réseau, ça va impliquer un certain nombre de personnes dont on se sent proche. Et là, finalement, les réseaux vont à la fois influencer le côté normes sociales, normes subjectives, et également les croyances. À la fois, c'est toujours une question d'interaction entre ces différents facteurs. Donc oui, les réseaux peuvent effectivement influencer via leur influence sur les croyances et sur la norme subjective que ça va créer. Ok. Et il me semble qu'on n'a pas évoqué, ou alors j'ai raté quelque chose, mais on n'a pas évoqué différentes formes de traitement. Des traitements de fond par rapport à d'autres traitements, l'administration orale par rapport à d'autres administrations. J'imagine que ça doit pouvoir influencer aussi. Complètement, effectivement. Ça va être une variable qui va être intégrée. Alors, effectivement, je ne l'ai pas du tout évoqué. On va ne prendre en compte que les traitements de fond, mais que les traitements de fond auto-gérés. On va pas, parce que les traitements de fond administrés à l'hôpital, finalement, il y a très peu de variabilité sur l'observance. Donc, on va inclure dans cette étude que les traitements autogérés qui peuvent aller d'auto-injectables à la voie orale, par contre. Et là, ce sera une variable qui sera effectivement intégrée dans l'analyse de cette observance. D'accord, merci. Bon, j'ai sauté Bertrand tout à l'heure. Là, Bertrand, une question sur, à nouveau, je reviens sur le modèle animal. Je t'ai posé une question tout à l'heure concernant le modèle souris. Donc, on comprend bien que l'essai clinique, c'est pas pour demain. Hein, il faut quand même avoir plus de données. Est-ce qu'il y a sur le modèle murin ou sur souris ou sur d'autres modèles des projets que tu peux avoir pour tester l'efficacité de la molécule April? Donc, encore une fois, Pierre-Olivier, donc on a l'in vitro est OK, l'ex vivo est OK, et il nous manque un vrai modèle in vivo de remyelination. Donc, encore une fois, je vous ai dit que ça allait se faire
Pas chez nous parce qu'on ne sait pas faire, donc Oui. ça va aller se faire au Canada. Et donc, c'est un financement ANR et donc c'est très proche. Je pense qu'en début d'année prochaine, on saura. Et donc, une fois qu'on a une preuve in vivo, je pense qu'on pourra vraiment discuter d'un Ok. développement. Ok. Et tu vas aller au Canada pour suivre? Non, 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 surtout non. pas en Bon. ce moment. Mais, Oui. En ce moment, c'est difficile. Oui. les molécules peuvent circuler par la poste. Et Zoom est très bien pour interagir avec ses collègues à distance. Donc, il n'y a pas de problème. C'est vrai, la preuve, hein. Voilà. Exactement. Merci. Candice, est-ce que l'alimentation peut changer ces interactions entre les astrocytes, les vaisseaux, voilà. Est-ce qu'on peut… Alors ça, Voilà. c'est intéressant comme question. C'est quelque chose qui est apparu il n'y a pas si longtemps dans la littérature, cet axe cerveau-intestin, qui est très à la mode et qui donne des résultats assez impressionnants. Donc, on a dans l'intestin ce qu'on appelle le microbiote. Et ce microbiote, en fonction de l'alimentation qu'on va avoir, il est fortement modifié. Et ça impacte vraiment l'inflammation. Et donc, on a plusieurs papiers qui sortent, alors pas forcément sur la sclérose en plaques, mais dans d'autres maladies où on a aussi une composante sur l'unité neurovasculaire. Et on voit qu'en fonction du microbiote, donc c'est généralement chez l'animal, hein, chez la souris, en fonction du microbiote de l'animal, on va avoir des expressions différentes de facteurs inflammatoires qui vont impacter l'infiltration des cellules dans le système nerveux central. Donc oui, ça peut impacter. Là aussi, dans le microbiote, il y a les gentilles bactéries et les méchantes bactéries, hein. Oui, Voilà. exactement. Donc, on peut imaginer qu'un jour, en prenant des gentilles bactéries, on pourrait améliorer notre unité neurovasculaire. Oui, parce que là, c'est très simple, hein. Ils placent deux types de souris ensemble. Une souris qui a un microbiote plutôt bénéfique. Et cette souris-là, comme les souris sont coprophages, du coup, elles filent leurs bactéries aux souris qui sont dans la même cage et ça modifie leur microbiote. Et parfois, de façon… faudra peut-être envisager d'autres formes de traitement. Quand Oui, même, oui. hein, Non, mais bon, c'est pour ça que c'est plus complexe chez l'humain que chez la souris. Ok, et puis je pense que la notion de bactéries gentilles et bactéries méchantes, c'est aussi un peu plus complexe, hein. Oui, bien sûr. J'ai simplifié, voilà, un peu à l'excès sans doute. Alors, merci, et je feuillette encore. Oui, une question pour Bruno. Comment est-ce que le panel de patients est constitué? Là, on a parlé des 150 ou à peu près patients. Comment est-il constitué? Est-ce qu'il y a un tri, il y a une sélection de patients? Comment vous faites? Oui, alors du coup, les critères d'inclusion sont assez larges. En fait, ce sont des patients qui sont sous traitement, encore une fois, auto-injectables, ce qui exclut les traitements inclus à l'hôpital, et finalement que pas forcément des introductions de traitement. Ça peut être aussi des patients qui sont sous traitement depuis déjà plusieurs mois ou années, parce qu'encore une fois aussi, cette variable sera potentiellement intégrée dans les statistiques comme une variable contrôle. Donc du coup, voilà, c'est assez large, sont des patients qui sont sous traitement de fond. Ok, merci Bruno. Bon, écoutez, je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi sur les formes progressives de sclérose en plaques. Donc, puisque là, on a parlé beaucoup d'inflammation, de neuroinflammation, les formes progressives de sclérose en plaques, on en parlera dans les ateliers cet après-midi. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas retransmis ici les questions sur ces sujets, bien entendu, qui vous intéressent beaucoup. Alors, moi, je pense que maintenant, on va pouvoir enchaîner avec la session suivante. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup, Candice, Bertrand et Bruno, pour vos présentations. Merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions. Et puis, donc, je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard. Et puis, on va enchaîner par la deuxième session
Donc la deuxième session qui va être consacrée sur un point sur la Covid et la vaccination. Voilà. Et donc là, ce sera Jean Pelletier, Christine Lebrun-Freinet et Nicolas Collongue qui vont sans doute… est-ce que vous êtes là, Jean, Christine et Nicolas? Tout à fait. Voilà, vous êtes là. Donc Jean, je n'ai plus à présenter. Vous le connaissez tous. Hein, Jean est chef du service de neurologie et des maladies inflammatoires du cerveau à Marseille. Christine Lebrun-Freinet est neurologue également. Elle est responsable du centre de ressources et de compétences sur la sclérose en plaques à Nice. Et Nicolas Collongue, neurologue, est au centre d'investigation clinique de Strasbourg. Voilà. Donc là encore, on voyage beaucoup entre Marseille, Nice et Strasbourg. Donc je crois que c'est Jean qui va faire la présentation, Jean, et ensuite, comme pour tout à l'heure, on prendra les questions et on les posera en particulier à Christine et Nicolas. Voilà. Jean, c'est à toi. Merci Pierre-Olivier. Bonjour à tous et à toutes de nouveau, puisqu'on s'est déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, je vous propose en quelques minutes de faire un peu le point sur les données dont nous disposons actuellement, à la fois sur l'impact du Covid-19 concernant la sclérose en plaques et les maladies apparentées, et aussi sur l'impact de la vaccination. Et puis ensuite, on laissera beaucoup de temps à vos questions parce que je pense qu'elles seront nombreuses. Bon, on va revenir un petit peu en arrière avec l'arrivée de l'épidémie, de cette épidémie mondiale dont on a très vite compris qu'elle allait impacter, on va dire, le monde, hein, si on peut le dire, avec un virus agressif qu'on connaissait mal, en tout cas concernant ses conséquences. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, c'est-à-dire les professionnels de santé en charge de la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques et de maladies apparentées, mais aussi, surtout d'ailleurs, les patients atteints de ces maladies, lorsque l'épidémie est arrivée, on s'est posé un certain nombre de questions. La première, c'était de savoir si avec ce type de maladie, on serait plus à même de développer des formes plus graves de Covid. Est-ce qu'il y a un surrisque? On n'avait pas pensé au sous-risque d'ailleurs. La deuxième question qui va de pair, c'est si ce risque il y a, quels sont les facteurs de risque qui vont rentrer en jeu et qui vont faire qu'on prendra des mesures particulières. Et puis, inévitablement, dans le cadre d'une maladie où la majorité des traitements de fond qui sont utilisés sont des traitements immunomodulateurs ou suppresseurs, est-ce que ces traitements pouvaient avoir un impact, là aussi, sur l'éventualité de développer des formes plus graves? Alors, très, très rapidement, dès le début de l'épidémie, se sont mis en place des registres. Alors, un registre français qu'on appelle Covisep, un registre italien et un registre américain. Il y en a d'autres, mais ce sont les registres qui sont mis en place les plus rapidement et qui ont été les plus actifs, si on peut dire, durant le début de l'épidémie. Et les premières publications, d'ailleurs, sont en lien avec le registre français, alors où il y avait un nombre un peu moins important de patients, et qui a mis en évidence qu'en fait, être atteint de sclérose en plaques ou de maladies apparentées n'était pas un facteur de surrisque de développer des formes graves de la maladie, puisque les facteurs de risque de formes graves étaient les mêmes que ceux qui étaient identifiés dans la population générale, c'est-à-dire des gens très âgés, le sexe plutôt masculin, des gens avec un handicap au sens large du terme, et surtout l'association à d'autres maladies, notamment cardiologiques, diabète, et en particulier, alors ce n'est pas une maladie, mais un état d'obésité. Le registre italien, qui a rapporté ces données un petit peu plus tardivement, a eu exactement les mêmes résultats sur on va dire, les risques au sens populationnel du terme, mais a mis l'accent sur 2 points. Le premier, vous voyez en bas, alors la ligne du milieu qui est à 0, en fait, c'est l'absence de tout risque dans un sens ou dans l'autre, sous-risque ou sur-risque. Et vous voyez qu'à gauche, les interférons semblent plutôt protecteurs par rapport à des formes graves qui se situeraient plutôt à droite. Donc un point plutôt rassurant sur certaines classes de traitement, d'ailleurs, interférons, acétate de glatyramère, puis vous voyez que la majorité des autres traitements sont sur la ligne du 0, c'est-à-dire ces traitements n'impactent pas l'éventualité de développer des formes plus graves. Par contre, tout en haut, à droite, se situe une classe de médicaments. Alors, en l'occurrence, ils se sont particulièrement intéressés à l'ocrelizumab, mais la classe en question
s'appellent les anti-CD20 et regroupent à la fois l'ocrelizumab et le rituximab. Et on voit très clairement qu'il y a une petite lumière qui s'allume avec un décalage à droite, c'est-à-dire un risque plus important de développer des formes plus graves de Covid avec ce type de traitement par rapport aux autres, ou voire même avec certains traitements qui seraient plutôt protecteurs. Le registre américain qui a publié ces données en troisième position, si on peut dire, a montré exactement les mêmes résultats, et sur l'ensemble de la population avec des facteurs de risque qui sont les mêmes que dans la population générale, a confirmé l'éventualité que ces fameux traitements anti-CD20, rituximab, ocrelizumab, pouvaient être à même d'entraîner des risques plus importants de formes graves, et a mis aussi en évidence que les traitements corticoïdes à forte dose qui sont utilisés lors des poussées étaient eux-mêmes responsables de formes plus graves de Covid. Alors, je vous montre simplement le résultat un peu d'ensemble qui a associé les deux groupes, français et italien, avec un nombre beaucoup plus important de cas, et qui a complètement confirmé les trois études réunies, si on peut dire, c'est-à-dire principalement de faire très attention avec les patients traités par anti-CD20, avec l'éventualité de développer des formes plus graves, hein, ils sont bien à droite. Et puis, même chose pour les traitements corticoïdes à forte dose. Et puis, on s'aperçoit que l'association des deux études confirme le reste en termes de non-impact de la majorité des traitements, en dehors des anti-CD20 et des autres facteurs de risque, mais qui, encore une fois, sont les mêmes que dans la population générale, c'est-à-dire le fait d'être plus âgé, un handicap élevé, d'autres maladies associées. Donc, si on résume la situation, des facteurs qui sont identiques à la population générale, donc le fait d'être atteint de sclérose en plaques ou de maladies apparentées n'impacte pas un surrisque de forme plus grave de la maladie. Attention aux patients traités par anti-CD20, rituximab, ocrelizumab, pas de surrisque avec les autres traitements, pas de données concernant certains traitements, mais qui sont un peu à l'interface, l'alantizumab qui est très peu utilisé en France notamment, et la cladribine qui vient d'être acceptée en termes de traitement, donc on n'a pas de recul. Et puis là aussi, attention au traitement des poussées. Et le message, la recommandation qu'on a fait passer notamment en France, était de dire ne traitons que les poussées qui nécessitent d'être traitées, premièrement. Et puis deuxièmement, faire passer le message d'une protection un peu plus importante des patients dans les suites de ce traitement corticoïde à forte dose pendant le mois qui suit, en respectant les gestes barrières. Alors, vous voyez que, de façon résumée, c'est tenir compte des facteurs de risque liés aux patients, mais ça c'est vrai pour chacun d'entre nous, des facteurs de risque liés au traitement, on vient d'en parler, et puis malheureusement, il va falloir tenir compte de l'activité de la maladie, c'est-à-dire que faire si on doit changer de traitement, que faire s'il faut initier un traitement, tout en recommandant, et on continue à le faire de façon très avancée, à respecter les gestes barrières pour se protéger, comme n'importe quel individu, mais peut-être un peu plus dans certaines situations. Mais surtout, ce qu'il faut peut-être garder en tête, c'est que cette épidémie, qui malheureusement n'a pas beaucoup d'éléments positifs à son égard, nous a quand même permis de prendre des décisions ou de revoir des choses qui étaient bien établies et pour lesquelles on ne se posait pas trop de questions. En particulier concernant les anti-CD20, rituximab, ocrelizumab, plusieurs études françaises notamment et allemandes, mais ça avait déjà été un petit peu anticipé par nos collègues d'Europe du Nord, en Suède et en Norvège. Plusieurs études ont montré qu'en fait, alors c'est pas Covid dépendant, mais que ces traitements qui sont utilisés de façon habituellement semestrielle, avec des perfusions tous les 6 mois, ils sont probablement beaucoup plus efficaces longtemps que ces 6 mois. Ça, c'est le résultat d'une étude française qui montre qu'en fait, quand on commence à décaler le traitement, c'est la ligne du milieu, et les petites sigles, ce sont les patients traités à distance de 6 mois. Alors, certains ont été traités à 9 mois, 1 an, 18 mois, parfois 2 ans. Le champion ou la championne, plutôt, c'est une patiente qui a été traitée 3 ans après, retraitée 3 ans après la dernière cure. En fait, il n'y a pas d'activité inflammatoire, la maladie ne reprend pas de nouvelles poussées et pas de nouvelles anomalies à l'IRM. Donc, le message, c'était de dire, dans cette période très particulière, n'hésitez pas à décaler les cures. D'abord, parce que le traitement reste efficace plus longtemps. Ensuite, parce qu'on ne fait pas prendre de risques à venir dans des hôpitaux qui sont Covid plus
au sens très large du terme, et donc un surrisque pour le patient d'aller dans des endroits à risque, si on peut dire. Deuxième message, mais ça, ce n'est pas lié au Covid, on en reparlera, mais ça peut être un peu le starter lié au Covid, aller vers une médecine un peu plus personnalisée que, d'utiliser des traitements de façon, certes, très efficace, mais qui sont peut-être à réfléchir concernant leur impact dans le temps et éventuellement leur impact en termes de tolérance. Tout ça étant fait pour éviter de prendre des risques supplémentaires, puisque ces mêmes patients qui sont sous anti-CD20 sont des patients à sur-risque de faire des formes plus graves de Covid. Deuxième plan, bien sûr, c'est le début de l'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire l'arrivée des vaccins. L'arrivée des vaccins, vous savez qu'il y a une polémique dans la sclérose en plaques, mais qui n'est pas liée au Covid, qui est bien antérieure à ça, sur le rôle éventuel des vaccins pour expliquer, déclencher la maladie, sur le rôle éventuel des vaccins pour aggraver la maladie. Donc la première question, bien évidente, surtout d'ailleurs de la part des patients, était de se dire, est-ce que dans le cadre d'un programme de vaccination, sinon obligatoire, en tout cas largement recommandé, nous allons prendre des risques supplémentaires vis-à-vis de notre maladie. Et puis, la deuxième question qui va avec, c'est quel impact des traitements qui, encore une fois, sont largement immunomodulateurs ou suppresseurs vis-à-vis de l'effet de la vaccination. Alors, sur le premier point, sur le risque et la tolérance des vaccins dans le cadre bien particulier de la sclérose en plaques et des maladies apparentées, nos collègues israéliens ont rapporté cet été deux grosses études avec des centaines de personnes. Bon, c'est très simple, des centaines de personnes vaccinées avec le vaccin ARN, Pfizer en l'occurrence, comparé à des centaines de personnes non atteintes de sclérose en plaques et vaccinées par le même vaccin. Ces deux études montrent très clairement que le vaccin n'impacte pas la maladie, n'est pas responsable de poussée, n'est pas responsable d'aggravation. En termes d'effets secondaires du vaccin, ce qu'on appelle la réaction réactogène, la fatigue, un peu de fièvre, sensation de grippe, c'est globalement tout à fait comparable par rapport à la population qui n'est pas atteinte de sclérose en plaques. Et vous voyez même que le taux de poussée dans les 3 semaines qui suit la vaccination n'est absolument pas augmenté par rapport à une population de personnes atteintes de sclérose en plaques qui est suivie de façon classique en dehors du vaccin. Alors, ce qu'ils ont montré, c'est que les patients jeunes étaient plus à même de faire une réaction au vaccin, mais ça, c'est vrai aussi dans la population générale. Et ils ont bien insisté sur le fait que, en l'absence d'augmentation de fréquence des poussées, en l'absence d'aggravation de la maladie, constatation que certains symptômes déjà présents puissent s'accentuer parce qu'il y a un syndrome réactogène, on est fatigué, on a un peu de fièvre, les troubles sensitifs s'accentuent un peu, puis vont rentrer dans l'ordre. Donc, aucun élément pour contre-indiquer la vaccination chez les patients atteints de sclérose en plaques ou de maladies apparentées, et pas de crainte à avoir par rapport à cette vaccination. Alors, c'est un peu plus compliqué pour les traitements, mais malheureusement, là aussi, la réponse va être assez, sapitrice. C'est principalement les Italiens qui ont travaillé très rapidement sur cette problématique. Vous voyez, près de 800 personnes atteintes de sclérose en plaques avec tous les traitements qui sont utilisés. Alors, vous avez ici le groupe de patients qui n'a pas de traitement. Et puis ensuite, la déclinaison, les interférons, l'acétate de glatiramère, les traitements par voie orale. Et sur la droite, vous avez le rituximab, l'ocrelizumab et le fingolimod. On se rend bien compte qu'à droite, il y a 3 médicaments qui se détachent, dans le mauvais sens du terme. Ils sont en bas, c'est-à-dire que la production d'anticorps est plus faible que par rapport aux patients qui n'ont pas de traitement et par rapport aux patients qui ont les autres traitements. Donc, c'est clair, il y a une diminution nettement significative de la réponse vaccinale sous fingolimod et sous anti-CD20, rituximab, ocrelizumab. Le détail, vous l'avez ici, diminution de près de 60% du taux d'anticorps chez les patients sous ocrelizumab, 40% sous rituximab et 7% sous fingolimod. Alors, ce qu'ils ont noté aussi, et ça, ce n'est pas négligeable et ça doit être pris en compte, c'est que la réponse immunitaire était meilleure, 3 fois meilleure, si on peut dire, si on utilisait le vaccin Moderna chez les patients traités.
Donc, un élément à prendre en compte, notamment dans les conditions de rappel auxquelles on est tous confrontés actuellement. La deuxième chose qu'ils ont montré, puisque cette fameuse classe des anti-CD20 nous pose problème, et parce que les patients traités par ces traitements sont plus à risque de faire des formes plus graves, répondent moins bien à la vaccination, ils ont montré un peu la même chose que ce qui avait été montré dans les études de décalage de perfusion, c'est-à-dire vous avez en bleu les réponses alors à 2 types d'anticorps, ce n'est pas très important, des patients sous ocrelizumab, et en rouge, des patients sous rituximab. Et là, vous avez sur cette ligne-là le temps mis pour faire la perfusion suivante. Vous voyez que la réponse immunitaire, elle est d'autant meilleure qu'on s'éloigne le plus possible de la dernière perfusion de ces traitements. Et c'est assez important puisque le taux d'anticorps remonte, si on peut dire, à un taux qui paraît bien protecteur autour de 5 mois après la dernière perfusion. Donc, sous-entendu, c'est un argument supplémentaire pour essayer de décaler les perfusions pour que la vaccination soit plus efficace. Et ce d'autant, d'ailleurs, avec le rituximab, dont l'effet semble encore plus prolongé pour expliquer une mauvaise réponse vaccinale. Alors, pourquoi cette classe de médicaments impacte la vaccination ? C'est très simple. Ces traitements agissent principalement sur des cellules qu'on appelle les lymphocytes B. Et ces lymphocytes B sont des cellules qui sont impactées, bien sûr, qui impactent la maladie, parce que ces traitements sont extrêmement efficaces pour bloquer l'inflammation, éviter les poussées et éviter l'apparition de nouvelles lésions à l'IRM. Mais ces cellules sont aussi largement en charge de la réponse vaccinale, puisque ce sont ces cellules qui fabriquent les anticorps. Alors attention, la vaccination n'est pas réduite à la fabrication d'anticorps, mais elle est grandement médiée par la fabrication d'anticorps. Donc on comprend très bien que si les patients traités par rituximab, ocrelizumab ont un taux de lymphocytes B extrêmement faible, il y a peu de chances pour que ces lymphocytes fabriquent des anticorps. La deuxième façon aussi de répondre à la question, elle est inverse. C'est une étude française, parisienne. C'est d'étudier le statut vaccinal, la réponse en anticorps des patients atteints de sclérose en plaques qui ont contracté le Covid-19 et en fonction des traitements. La réponse vaccinale, elle est très très bonne, elle est pratiquement à 100% pour les patients qui n'ont pas de traitement. Elle est à presque 90% pour des patients qui ont une classe de traitement habituelle en dehors des anti-CD20 et du fingolimod, et puis malheureusement, elle est à 50% pour les patients qui sont sous anti-CD20. Donc, sous-entendu, même lorsqu'on contracte le Covid, mais c'est la même raison, à partir du moment où les lymphocytes B sont bas, à partir du moment où on contracte d'ailleurs le Covid proche de la dernière perfusion de ces traitements, on a moins de chances d'être protégé par la fabrication d'anticorps liés à l'infection. Et encore une fois, c'est très bien corrélé au délai par rapport à la dernière perfusion, c'est-à-dire que si on contracte le Covid après plus de 6 mois, si on peut dire, par rapport à la dernière perfusion, on a plus de chances de fabriquer des anticorps, donc d'être immunisé, si on peut dire, par l'infection. Donc, en résumé, par rapport à cette problématique, puisqu'on a clairement vu que la majorité des traitements n'impactaient pas la vaccination, que la vaccination n'impactait pas la maladie, il faut se focaliser sur les 2 traitements qui posent problème en termes de réponse vaccinale. La première des solutions, puisqu'on a montré que ces traitements pouvaient être espacés dans le temps sans perdre leur efficacité, c'est d'espacer les cures pour permettre à la vaccination d'avoir un impact positif. Donc, différer l'initiation du traitement si on doit la commencer après la vaccination pour que le statut vaccinal soit le meilleur possible, repousser le renouvellement des cures et puis attendre au moins 1 mois après le dernier traitement, après la vaccination, pour lancer le traitement ou refaire un traitement, puisqu'il faut majoritairement que le statut vaccinal soit le meilleur possible pour éviter, en cas de contact avec le virus, de développer des formes qui pourraient être plus graves. Multiplier les rappels, c'est très clair. Les recommandations qui ont été proposées recommandent de faire 3 vaccinations à 4 semaines d'intervalle chez les patients qui sont sous anti-CD20 ou fingolimod et ne pas hésiter à utiliser un
quatrième rappel, enfin une quatrième vaccination à 3 mois de la précédente pour essayer d'affirmer le statut vaccinal. Après, on va s'adapter, hein. On répond aux questions au fur et à mesure du temps, puisqu'on découvre au fur et à mesure les effets, l'impact du virus. Donc, en fonction de la pression épidémique, hein, la cinquième vague est bien en place. Comme on l'a dit, à distance de la dernière cure le plus longtemps possible. Et on a un moyen, avec les anti-CD20, de surveiller un petit peu les choses en effectuant une prise de sang qui permet de typer les lymphocytes, donc de savoir si ces fameux lymphocytes B sont à zéro, remontent ou sont remontés de façon suffisante pour espérer que la vaccination soit la plus efficace possible. Ne pas garder en tête les résultats de l'équipe italienne qui montrent quand même clairement que le vaccin ARN Moderna semble plus efficace dans cette situation-là pour établir un bon statut vaccinal que Pfizer. Et puis malheureusement, pour l'instant, aucune donnée pour répondre à la question des patients qui sont sous fingolimod, donc qui ne sont pas impactés directement sur le lymphocyte B qui concerne les anti-CD20, mais qui répondent à 50% de façon positive à la vaccination. Bon, il y a énormément de travaux en cours et on ne pourra que répondre rapidement à cette question et avoir des stratégies dans les mois qui viennent. Et puis, pour conclure, je crois qu'il faut que vous compreniez bien qu'en fait, on s'adapte à cette situation d'abord qui est nouvelle. Ensuite, on apprend au fur et à mesure du temps et il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, dont celui-ci, qui j'espère répondra à beaucoup de questions, qui est une étude au joli nom de Koff-Popart. Alors, ce n'est pas une étude dédiée à la sclérose en plaques, aux maladies apparentées, mais c'est une très grande étude mise en place par l'ANR et l'INSERM en France, qui a été mise en place au printemps de cette année et qui va permettre de suivre des populations à risque, entre guillemets, cancer, diabète, et dans laquelle sont inclus 600 personnes atteintes de sclérose en plaques ou de maladies apparentées, notamment neuromyélite optique, et qui vont être suivies de façon très rapprochée, hein, vous voyez, avec un suivi à 1 mois après la vaccination, 6 mois, 12 mois, 24 mois, pour évaluer le statut vaccinal, la réponse, notamment aux anticorps, et surtout essayer de comprendre avec des techniques beaucoup plus sophistiquées si moins bonne réponse il y a, à quoi elle est due. Donc, cette étude est en cours. On espère avoir les premiers résultats pour ce qui nous concerne en début d'année prochaine. Et dans cette étude, ces 600 patients, ils sont segmentés en fonction des différents traitements. Donc, on va probablement avoir un certain nombre de réponses, notamment concernant le fingolimod. Et si on a des réponses, eh bien, on s'adaptera pour trouver des solutions pour éviter que des patients en situation de maladie et à surrisque vis-à-vis du Covid puissent bénéficier de stratégies spécifiques. Voilà, je vous remercie et nous sommes à votre disposition avec Christine Lebrun et Nicolas Colombe pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation très complète qui suscite beaucoup d'interrogations et de questions, comme tu peux l'imaginer. Dans les questions, il y aura probablement des rappels d'éléments que tu as donnés dans ta présentation, mais bon, comme toujours, je pense que pour faire de la bonne pédagogie, il faut savoir répéter les choses. Voilà. Alors, j'ai une première question concernant, voilà, tu l'as abordé, mais concernant les patients qui ont déjà reçu une 3e dose cet été, est-ce qu'il faut faire une 4e, est-ce qu'il faut recevoir une 4e dose et quand faut-il recevoir cette 4e dose? Donc, peut-être Nicolas oui, bonjour à tous. Alors, moi, je voulais juste répondre à cette question déjà en levant une ambiguïté. Quand on parle de 3e dose, en fait, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans la tête du patient. Parfois, c'est simplement la dose de rappel dont il s'agit. Et parfois, vous savez, la 3e dose peut être aussi la dose qu'on fait quand on est sous anti-CD20 pour avoir un schéma vaccinal initial complet. Donc, il faut bien savoir de quoi on parle. Je pense que là, l'idée, c'est de se demander, j'ai eu un schéma vaccinal complet, je n'ai pas d'anti-CD20, pas de fingolimod, donc ce schéma est de 2 doses. C'est 2 doses d'ARN, de vaccin ARN messager séparées de 4 semaines. La 3e dose, on l'a fait en général 5 mois après la dernière dose, après la dernière injection.
3 mois si vraiment on est dans un contexte d'immunodépression très sévère, donc si on a un traitement immunodépresseur très important ou si on a une comorbidité auto-immune qui immunodéprime, par exemple. Donc ça, c'est le contexte du rappel sous ces traitements un peu standards. Sous les traitements de type anti-CD20 ou fingolimod, effectivement, là, il y a un schéma vaccinal initial qui comprend 3 doses. Et la dose de rappel, elle, va pouvoir se faire entre 3 et 5 mois après la dernière injection. On a parlé de vaccination anti-Covid et bien sûr de traitement contre la CEP. Quid de traitement d'une vaccination contre la grippe? Alors, comment faut-il s'y prendre pour, si on le souhaite, se faire vacciner contre la grippe? Alors, merci, bonjour à tous. Comme pour la population générale, pour les patients qui ont une sclérose en plaques, et plus particulièrement s'ils ont un traitement immunomodulateur ou immunosuppresseur, il est recommandé de faire la vaccination contre la grippe saisonnière, de la faire tous les ans. Vous savez que le laboratoire travaille sur un vaccin mixte qui associerait la grippe et le Covid, puisque les souches et donc les vaccins changent tous les ans. Mais effectivement, comme pour tous les autres vaccins, il est recommandé de faire cette vaccination. Pardon. Et le temps où vous devez la réaliser, en fait, va dépendre du type de traitement que vous avez. Donc, que ce soit pour la grippe saisonnière ou pour les vaccinations du calendrier obligatoire, comme le DT polio, ou celles qui sont fortement recommandées pour le Covid, en fonction de votre traitement. Donc, si vous avez un traitement qui s'administre par des auto-injections intramusculaires ou sous-cutanées, ou si vous n'avez pas de traitement, à ce moment-là, il n'y a pas de temps particulier vis-à-vis de l'administration de votre traitement pour faire votre vaccination contre la grippe ou un rappel de vaccin quel qu'il soit, ou celui contre le Covid-19. Donc, évidemment, si votre traitement vous donne des effets secondaires transitoires comme un syndrome pseudogrippal, eh bien vous allez attendre 2-3 jours après l'injection de ne plus avoir de syndrome pseudogrippal et vous ferez votre primo-vaccination, votre rappel de vaccination. C'est exactement le même raisonnement pour les traitements par voie orale et pour les perfusions de natalizumab, de Tysabri. Il n'y a pas de temps particulier à laisser passer entre la prise de votre traitement, qui pour les comprimés se font tous les jours, pour le natalizumab tous les mois, et l'administration d'un vaccin ou d'un rappel de vaccin. Par contre, comme vous l'avez entendu dans la présentation précédente, pour les traitements séquentiels qui se font tous les 6 mois, comme le rituximab ou l'ocrelizumab, eh bien, il est préférable d'attendre plusieurs semaines. Donc, si votre traitement s'administre tous les 6 mois, on propose généralement de faire le vaccin ou le rappel de vaccin entre 2 perfusions. Donc, c'est-à-dire au 3e mois, à 12 semaines. Mais vous avez vu aussi dans la présentation qu'on a une meilleure réponse vaccinale avec ces traitements séquentiels si on espace un petit peu les cures. Et donc maintenant, on n'hésite pas à espacer, de ne pas laisser 6 mois entre les 2 perfusions, mais d'attendre 9, parfois 12 mois, lorsque la maladie le permet, lorsque les marqueurs biologiques sanguins le permettent, pour pouvoir favoriser le vaccin ou la réponse vaccinale et ensuite reprendre le traitement. Donc la seule particularité, c'est vraiment pour ces traitements séquentiels semestriels, les anti-CD20, où il faut parler avec le neurologue en fonction des vaccins ou des rappels de vaccins que l'on doit faire. Ok, merci Christine. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres questions sur le vaccin pour un rappel vaccinal, le type de vaccin pour un vaccin vaccinal. Jean, tu as parlé de Moderna versus Pfizer. D'abord, qu'est-ce qu'il en est d'AstraZeneca, puisque un certain nombre de patients ont déjà reçu des injections par AstraZeneca. Et donc, est-ce qu'il y en a un à choisir? Est-ce qu'on peut choisir? Comment ça se passe? Qui souhaite répondre? Oui, non, peut-être que je peux répondre sur ce point. Pour l'instant, ce qui est recommandé dans les schémas de rappel vaccinaux, ce sont les vaccins à ARN messager, donc Pfizer ou Moderna. Les patients sous AstraZeneca, ce qui a été conseillé et ce que la plupart des soignants ont eu au tout début de la pandémie,
c'était effectivement un vaccin par AstraZeneca suivi par ce qu'on appelle un prime boost, c'est-à-dire un vaccin par ARN messager. Donc, dans ces cas-là, si on a eu ce schéma-là initial, AstraZeneca et ARN messager, on peut faire le rappel vaccinal 5 mois après la dernière dose d'ARN messager. C'est comme ça que les recommandations ont été établies. Donc, le rappel, c'est le vaccin avec donc Pfizer ou Moderna. Après, le délai, on l'a vu, Jean Pelletier l'a bien expliqué, c'est en théorie 5 mois après la dernière injection. Ça peut être raccourci jusqu'à 3 mois si on est fortement immunodéprimé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Classiquement, dans la sclérose en plaques, on parle là des patients qui ont du fingolimod ou un anti-CD20 principalement, puisque c'est eux qui auront tendance à faire des taux d'anticorps beaucoup plus faibles que les autres. Donc, on fait ce rappel dans ces conditions-là. Et voilà, je n'ai pas d'autres choses à rajouter. Je pense qu'il peut y avoir… Oui, Christine, tu voulais dire quelque chose? Oui, Nicolas, il y a une recommandation qui a été publiée cette semaine par la Haute Autorité de Santé vis-à-vis justement du Moderna et de ce que Jean a expliqué à partir de l'étude italienne où il semblait que les patients qui ont une sclérose en plaques avaient une meilleure immunisation secondaire avec le Moderna. En fait, ce que l'HAS a expliqué avec une publication récente, c'est qu'il y a effectivement un syndrome réactogène qui est plus important avec le Moderna. Et la recommandation est la suivante. Pour les plus de 30 ans, on va favoriser l'utilisation du Moderna en population générale, mais aussi dans les populations à risque. Donc, il ne faut pas être étonné que dans les centres de vaccination, on ne propose plus le Pfizer si on a plus de 30 ans, sauf s'il y a vraiment une condition particulière. Il va être proposé d'administrer le Moderna à demi-dose. À demi-dose parce que ces 2 études qui viennent d'être publiées montrent qu'avec une demi-dose de Moderna, quand on fait un rappel, pas une primo-vaccination, mais un rappel, on a une immunoréaction qui est équivalente à une dose de Pfizer. Alors, il ne faut pas justement s'affoler ou s'énerver si en centre de vaccination, on vous explique ça, hein, on ne va pas vous vacciner à moitié, hein, mais si on utilise le Moderna après un schéma vaccinal qui est complet, si c'est une situation de rappel, il vous sera probablement proposé une demi-dose sur la base de la recommandation HAS de cette semaine. Christine, c'est un changement par rapport à la position actuelle, puisqu'il me semblait que dans la position actuelle, en population générale, c'était essentiellement Pfizer qu'on proposait pour le rappel. C'est un changement. Le Pfizer va être réservé aux moins de 30 ans, puisqu'on vaccine les enfants maintenant. Donc, moins de 30 ans, plutôt… Enfin, le Pfizer, c'est le seul qui a l'AMM hein, pour les jeunes. Oui. Et plus de 30 ans, ce sera en priorité du Moderna et une demi-dose de Moderna. C'est ce qui vient d'être établi. Maintenant, dans des situations particulières, vous pourrez avoir du Pfizer, évidemment. Ce sera de l'ARN messager. Ok, merci. On a dû me prendre pour quelqu'un de moins de 30 ans parce que j'ai reçu Pfizer il y a quelques jours. Donc, oui, mais en fonction des centres, on continue de faire du Pfizer dans les CRC qui vaccinent ou dans les CHU qui vaccinent, il y a du Pfizer. La recommandation, elle vient de sortir. C'est juste qu'il ne faut pas s'affoler si vous allez dans un vaccinodrome, comme on dit, et qu'on vous propose une demi-dose de Moderna ou si on propose à une personne de votre famille du premier cercle qui est prioritaire pour la vaccination, parce que le fait d'être vacciné protège aussi le patient qui aurait une moins bonne immunité. Si on lui propose une demi-dose de Moderna, c'est normal, c'est pas parce qu'on manque de stock ou que, enfin, faut pas commencer à imaginer des choses. D'accord. Alors, merci beaucoup. Une autre question, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on peut envisager un 4e dose vaccinale, même si on garde un taux d'anticorps correct? Donc, on est toujours dans le Covid, on est dans les rappels. Oui. Donc, la 4e dose, c'est si on a eu un anti-CD20 ou du fingolimod, qu'on a eu un schéma complet de 3 doses déjà. On fait le rappel qui est donc la 4e dose. Et les études, pour l'instant, vont dans le sens où il faut faire cette dose, même si on a un taux d'anticorps soi-disant correct.
faut quand même comprendre une chose qu'on a découvert, nous, neurologues, avec cette pandémie. On s'est mis à faire un peu d'immunologie. C'est que les vaccins à ARN messager sont les seuls à stimuler vraiment, efficacement l'immunité cellulaire. Et cette immunité cellulaire n'est pas évaluée quand quand on teste un taux d'anticorps circulant. Et pourtant, c'est quand même elle, à l'aide de ces lymphocytes T4, TCD8, c'est elle qui va nous défendre contre les virus qui vont s'intégrer les cellules, etc., et les transformer. Donc, tout ça pour dire que le taux d'anticorps, le vérifier, c'est bien, c'est quand même un gage d'une forme de barrière immunologique contre l'infection, mais ce n'est pas tout. Et sur cette base-là, je pense que la 4e dose continue à être justifiée, même si on a des taux d'anticorps relativement élevés, quoi. Ok, merci beaucoup. Une question sur les effets secondaires de la vaccination. Est-ce que la vaccination anti-Covid peut déclencher des contractures musculaires? Alors oui, ça doit pouvoir déclencher ce genre de phénomène. Ça reste un vaccin qui va stimuler l'immunité. Et en stimulant l'immunité, on va créer quand même un état inflammatoire transitoire. Donc dans ce contexte-là, on peut avoir de la fièvre, on peut avoir des courbatures, ce qu'on appelle un syndrome un peu pseudo-grippal, hein, donc des douleurs éventuellement. Ça, c'est tout à fait possible, hein, et ça peut durer quand même quelques jours, hein. Quand on écoute bien les patients, même parfois, ces courbatures, ces contractures peuvent même durer quelques semaines. Donc, c'est des choses qui peuvent être relevées par les patients. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent outre mesure. Et surtout, pour nous, neurologues, en collaboration avec le patient, c'est la question qui va vite se poser, c'est savoir si je fais une poussée de la maladie, il faudra bien identifier quand même ces signes qui sont des effets indésirables, assez banals et pas graves, liés à la vaccination, des véritables poussées de sclérose en plaques, qui sont des déficits quand même assez bien caractérisés. Donc là, il y a un travail quand même de désamorçage qu'il faut faire un peu avec le patient. Il faut pas l'inquiéter outre mesure, il faut le rassurer sur ces effets secondaires qui régressent quasiment tout le temps, quoi. Bien. Alors, une question qui sort un peu du cadre. Si on ne veut pas se faire vacciner contre la Covid, j'entends, est-ce qu'il y a un traitement par voie orale qu'on peut prendre ou là, question un petit peu délicate, voilà, ou difficile, ou simple, je ne sais pas. Traitement par voie orale. Alors, c'est un peu paradoxal parce que si on ne veut pas se faire vacciner, c'est qu'on est un petit peu réfractaire à l'innovation et du même coup, on veut quand même avoir les derniers traitements par voie orale pour lutter contre le virus. Alors, il y a 2 types de traitements. Il y a un traitement qui vient d'être autorisé en Angleterre, qui est un antiviral, le molnupiravir, je crois, quelque chose comme ça. On commence à s'y perdre dans tous ces noms. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, et qui, lui, pourra être donné dans les formes légères à modérées de Covid. Donc là, pour l'instant, c'est en Angleterre, c'est pas encore chez nous, d'après ce que je sais, mais peut-être qu'il y a des... Non, ça a même été refusé, hein. Ça a été annoncé dans la presse ce matin. La France et même, enfin l'Europe, hein, puisque l'Angleterre n'est plus en Europe, n'a pas donné son autorisation pour ce produit sur l'étude qui a montré qu'en fait, il y avait 0 efficacité chez les personnes qui n'avaient pas été vaccinées. D'accord. De toute façon, voilà, ça ne protège pas contre l'infection. Alors, non, absolument pas. C'est un antiviral qui va limiter l'infestation et la contamination une fois qu'on a le virus, quoi, hein, voilà. Et l'autre modalité de prise en charge, ce sont des anticorps monoclonaux. Donc là, on est vraiment dans l'innovation et la biothérapie, qui, eux, vont cibler la protéine spike du virus et l'empêcher de rentrer dans les cellules en bloquant l'interaction entre le virus et la cellule de l'hôte. Donc, ces traitements peuvent être utilisés. C'est des traitements qui peuvent être donnés en prévention quand on a eu un cas contact, hein, la plupart du temps, et qu'on est à risque de faire des formes sévères. Je pense que c'est plus le contexte dans lequel ça peut être utilisé. Typiquement, c'est un patient sous anti-CD20, chez qui on sait que probablement son taux d'anticorps est plus faible que chez les autres et qui a eu un cas contact Covid. Lui, on peut lui proposer de façon préventive de le traiter avec ces anticorps monoclonaux. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça le contexte. Mais finalement, j'ai envie de dire, pourquoi attendre tout ça? Pourquoi ne pas plutôt vraiment se faire vacciner correctement, puisque votre question concernait surtout les non-vaccinés?
C'est quand même le meilleur outil qu'on ait pour lutter contre l'infection aujourd'hui. C'est important ce que tu dis, Nicolas, c'est que ces traitements par anticorps monoclonaux, pour éviter de faire des formes graves, qu'on les donne en préventif ou en curatif, ne sont pas destinés aux personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Il faut avoir eu une contre-indication documentée par une réunion de concertation pluridisciplinaire nationale qui valide la contre-indication au vaccin. Mais pour les gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner, ils n'ont normalement pas accès à ce qu'on appelle la PrEP ou la post. Ouais. Et l'autre donnée aussi à prendre en compte, je complète juste ça, après, mais c'est qu'on est face quand même à une nouvelle vague épidémique avec un nouveau variant qui s'appelle le Omicron. Le Omicron, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un virus qui, par rapport au Delta, a plus de 50 mutations quand même. Il a extrêmement muté. Alors, il est soi-disant plus contagieux, peut-être pas vecteur de forme plus sévère, on l'espère en tout cas. Mais ce virus a des mutations au niveau de la protéine spike. Il semblerait que le Ronaprev, qui est cet anticorps monoclonal qui va lutter contre la protéine spike, soit moins efficace chez le variant Omicron. Voilà, que chez le variant Delta. Donc vraiment, à mon avis, ces anticorps monoclonaux, ce n'est vraiment pas la panacée. Je ne crois vraiment pas à ça. Je pense que la meilleure stratégie thérapeutique, ça reste la vaccination. Il y a encore des questions très, je dirais, très pratiques par rapport à ce que vous avez dit, ce que Jean a dit. Quelles poussées sont considérées ou quand est-ce que des poussées sont considérées à ne pas traiter dans ce contexte Covid, comment ou faut-il repousser l'initiation d'un traitement par anti-CD20 voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'ensemble des précautions qui ont été données? Je peux peut-être juste se dire un mot concernant les poussées. Alors, c'est vrai que certaines poussées nécessitent un traitement, c'est bien évident, mais ce sont principalement des poussées au vrai sens du terme, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux symptômes qui traduit que vraisemblablement, et si on le peut, l'IRM va montrer qu'il y a une ou plusieurs nouvelles lésions qui expliquent ces symptômes. Donc, ces poussées-là, vraies poussées, si on peut dire, doivent être traitées. Là, il n'y a pas de discussion. Parfois, on qualifie de poussée un certain nombre de symptômes qui étaient déjà présents au stade de la cicatrice ou de la séquelle et qui vont avoir tendance à s'accentuer, laissant penser que effectivement c'est une poussée. Alors ça prend pas tout à fait la même valeur entre quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui était présent et qui s'accentue. Un symptôme présent cicatriciel et qui s'accentue peut être lié à d'autres facteurs déclenchants, un épisode infectieux ou d'autres éléments favorisants qui peut ne pas nécessiter d'avoir recours à un traitement corticoïde ou avoir recours à un traitement symptomatique ou traiter la cause qui est responsable de l'aggravation de ces symptômes. Donc, essayez de bien faire la différence dans un moment où le traitement corticoïde utilisé lors des poussées est lui-même un facteur potentiellement favorisant, si on contracte le virus dans les suites de ce traitement, de faire une forme plus grave. Ensuite, repousser la mise en route d'un traitement, non. Le but n'est pas de se dire, voilà, on ne fait pas ce traitement parce qu'on est en condition Covid et que la vaccination n'est pas au point. Le but de ce que j'ai dit était plutôt de considérer, de s'assurer que la vaccination va être mise en place de façon la plus efficace possible et ensuite de débuter le traitement. Le schéma vaccinal pour les gens qui ne sont pas vaccinés avec 2 injections à mois d'intervalle nécessiterait de retarder la mise en route du traitement à 2 mois, pas à 6 mois ou à 1 an. D'accord ? L'éventualité d'avoir un traitement court qui nécessite, avec les anti-CD20, de refaire une perfusion, si l'éventualité que la sérologie est complètement négative, sous-entendu, il n'y a pas d'anticorps, et même si la vaccination passe par d'autres moyens que les anticorps, comme ça a été dit, avec l'immunité cellulaire, c'est peut-être effectivement de repousser la perfusion qui était prévue à partir du moment où la maladie est parfaitement stabilisée pour avoir le temps de faire un rappel dont on espère que ce rappel sera efficace en termes d'immunité. Donc le but n'est pas de ne pas recourir à un traitement, de ne pas refaire un traitement.
c'est de s'adapter à la personne en fonction de son état vaccinal et du risque de l'éventualité, en cas de contraction du virus, de faire une forme plus grave. Donc, ça va effectivement, comme je l'ai dit, vers une médecine un peu plus personnalisée. Oui, moi je peux juste rebondir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec Jean. Il ne faut pas retarder un traitement qui peut être utile pour le patient, surtout que quand on pose l'indication d'un traitement par anti-CD20, souvent c'est que le patient a une forme active qu'il faut traiter rapidement. Et vous savez aussi qu'avant de débuter un traitement par anti-CD20, il faut faire les vaccins contre le pneumocoque, hein, normalement. Donc, c'est 2 injections séparées de 2 mois. Et la dernière injection doit être faite au moins 6 semaines avant la perfusion d'anti-CD20. Donc, tout ça, c'est de la théorie. Voilà, c'est de la théorie. Et j'ai un peu cette crainte qu'on tombe dans le tout vaccinal avec un retard de mise en place des traitements, parce que si on veut tout faire correctement, il faudrait faire 2 injections contre le Covid, les 2 injections contre le pneumocoque, la grippe au passage, et puis au final, bah voilà, 2 mois après, 3 mois après, on commence simplement l'anti-CD20 chez quelqu'un qui potentiellement est à risque de rechute. Donc attention, on peut initier des choses rapidement, faire une première injection de Prevnar 13, faire une première injection de Covid, enfin d'anti-Covid, commencer le traitement et ajuster le schéma vaccinal après si vraiment c'est indispensable, hein, de débuter ce traitement par anti-CD20. Merci. On arrive au terme de ce temps d'échange et de questions. Est-ce que vous souhaitez vous-même, Christine, Nicolas, Jean, ajouter quelque chose, repréciser certains éléments? La chose peut-être importante à dire, ça sera précisé par Nicolas et Christine, c'est que les recommandations concernant la vaccination et l'adaptation à la vaccination est réalisée de façon très régulière par la Société francophone de sclérose en plaques et l'ARCEP. Enfin, tout le monde travaille ensemble et établit des recommandations en fonction des connaissances, d'une part, et en fonction aussi des injonctions de la Haute Autorité de Santé. Donc, n'hésitez pas à prendre contact sur le site internet de la Société francophone de la sclérose en plaques, de la Fondation ARCEP, des différents centres dits experts, les CRC-CEP au niveau régional, puisque ces recommandations, elles sont accessibles, elles sont mises à jour de façon très, très, très régulière au fur et à mesure des connaissances. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je souhaitais rajouter. Donc, il y a un travail acharné qui est fait par la Société francophone de la sclérose en plaques pour actualiser les données tous les mois sur leur site. Donc, allez le consulter pour vous mettre à jour. Il y a aussi un site fait par le gouvernement qui est très bien fait, avec une mise à jour le 6 décembre. N'hésitez pas à y aller. Vous aurez aussi des informations très, très utiles. Et puis, bon, les choses vont encore changer, il ne faut pas se voiler la face. On a ce variant Omicron qui commence à proliférer. On sait aussi, les études commencent à sortir, que les vaccins ARN messagers, notamment le Pfizer, est probablement moins efficace quand même avec ce variant-là. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait là par les équipes de recherche pour optimiser ces vaccins. C'est l'avantage de ces vaccins. On peut très vite, en changeant très peu de choses sur les séquences, leur donner une efficacité adaptée aux mutations virales. Donc, on va encore certainement, dans les mois qui viennent, changer nos stratégies vaccinales. Voilà, il faudra qu'on se mette à jour régulièrement par rapport à ça. Et moi, j'ajouterais un dernier mot, c'est qu'effectivement, avec la fin de l'année qui arrive, qui est une fin d'année que tout le monde a bien méritée, il faudra quand même penser aux gestes barrières dans la mesure du possible. Et quand on parle de vaccination, ça ne concerne pas que les patients, ça concerne aussi les gens qui vivent sous le même toit que les patients. Et c'est aussi important qu'ils se fassent vacciner et qu'ils soient à jour, y compris contre le Covid. C'est le meilleur moyen que tout le monde soit protégé. Bien, eh bien, écoutez, c'est moi qui vais avoir le dernier mot pour vous remercier. Pour vous remercier infiniment, Nicolas, Christine et Jean, pour l'ensemble de vos explications, de vos précisions. Et j'espère que toutes et tous qui nous écoutez avaient eu des réponses à vos questions. Et sinon, vous avez noté les indications de Jean pour vous rendre sur les sites Internet. Voilà.